Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième partie sur l'auto-layout et ses amis. Nous avons vu la dernière fois comment créer des contraintes avec le menu pin. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres items du menu de l'auto-layout. Donc un menu qui va nous permettre de résoudre des problèmes avec l'auto-layout et un autre qui va nous permettre de créer des contraintes d'alignement. Donc j'espère que vous avez eu le temps de vous entraîner avec ce menu pin, l'histoire d'être le plus à l'aise possible avec l'auto-layout. Et même si avec le menu pin on peut faire beaucoup de choses, peut-être que certains éléments vous ont manqué pour faire une mise en page plus précise. Et si c'est le cas, j'espère que vous retrouverez ces éléments manquants dans cette vidéo. Sur ce, commençons. Reprenons notre projet qu'on a commencé spécialement pour l'auto-layout. Et nous allons nous attaquer d'abord au problème de l'auto-layout. Alors ce que j'appelle problème, ce ne sont pas vraiment des cas où la solution est difficile à trouver. En fait, c'est plutôt des changements de plan, des changements de programme de dernière minute au sein de votre configuration. Par exemple, dans les vidéos précédentes, nous avons créé ces trois vues et grâce au menu pin, nous les avons adaptées au format paysage et au format portrait. Comme on peut le voir dans la prévisualisation sur la droite, ici sur un iPhone 6 au format portrait, ça donne ça. Et au format paysage, ça donne ceci. Donc les trois vues s'adaptent parfaitement bien. Je vous rappelle que pour afficher la prévisualisation, il suffit de scinder votre écran en deux, de cliquer sur le premier item de l'interface de droite et sélectionner Preview, puis Main.Storyboard, et vous avez la prévisualisation de votre application. Donc la mise en page de ces trois vues, nous l'avons faite avec le menu Pin, et un problème de dernière minute peut être par exemple une décision comme j'ai envie que la vue bleue soit un peu plus bas. Donc avec la souris, vous déplacez votre vue bleue vers le bas, disons à la limite de la marge du bas de notre super view, et si je lâche mon déplacement, on voit qu'il y a plusieurs lignes oranges avec une valeur qui apparaissent. Et rappelez-vous que la couleur orange signifie que des contraintes sont manquantes pour faire fonctionner l'auto-layout correctement. Alors si jamais on a toutes nos vues placées et qu'au dernier moment on décide d'en bouger une, comment est-ce qu'on va résoudre ce type de problème ? Comme on vient de le voir, lorsqu'on déplace un objet de ses contraintes fixées, une ligne orange avec une valeur de déplacement s'affiche. La couleur orange signifiant contrainte manquante ou élément égaré. L'unité de mesure de cette valeur de déplacement est le point, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Selon les normes de Apple, un point est égal à 2 pixels sur un écran Retina et à 1 pixel sur un écran simple. Nous, l'on supposera que l'on n'a pas d'écran Retina, donc un point est égal à 1 pixel. Autrement dit, la valeur affichée sur les lignes oranges est une valeur qui s'exprime en pixels. Pour supprimer cette ligne orange, donc ce problème, il y a plusieurs manières. En fait, il y en a deux. On peut soit supprimer tout simplement la contrainte en cliquant sur la ligne orange, en cliquant dessus, grâce à la touche Supr du clavier, et dans ce cas, la contrainte est supprimée, et c'est à nous d'en ajouter d'autres par le menu Pin pour réadapter l'objet que l'on a déplacé comme on veut. Ou il y a une deuxième solution qui consiste à utiliser le menu Resolve Auto-Layout Issues, littéralement résoudre des problèmes d'auto-layout. Et il est situé à côté du menu Pin, il s'agit du dernier item sur la droite. Explorons ensemble ce menu. Comme je viens de le faire, ici j'ai déplacé ma vue bleue vers le bas et Xcode m'indique que j'ai ajouté 32 pixels de déplacement en plus, donc à ce niveau-là, et que j'ai enlevé 32 pixels par rapport au bas de ma super view. Ça c'est normal puisque j'ai réduit l'espace qu'il y avait en bas en descendant ma vue bleue. Donc, comme je l'ai dit, je peux supprimer ces contraintes en cliquant sur une de ces contraintes orange et en cliquant sur la touche supprimer. Dans ce cas, je vais devoir encore une fois utiliser le menu Pin pour réadapter ma vue bleue correctement à sa nouvelle position. Ou sinon, j'utilise ce fameux menu pour résoudre les problèmes d'auto-layout tout à droite. Et si je clique dessus, on peut voir ici que ce menu est divisé en deux parties. Une partie du haut, qui s'appelle Selected Views, qui représente toutes les options qui agiront sur la vue qu'on a sélectionnée, et la partie du bas, qui s'appelle All Views in View Controller, qui sont des options qui agiront sur toutes les vues dans notre contrôleur, donc celles qu'on a sélectionnées plus toutes les autres. Il y a 5 options possibles dans chaque partie. Intéressons-nous à la première option. La première option, aussi bien dans le haut que dans le bas, c'est Update Frames, c'est-à-dire mettre à jour les vues. En effet, lorsqu'on utilise le menu Pin, comme on a vu dans la vidéo précédente, on pouvait choisir ici de mettre à jour les vues selon les contraintes qu'on a mis, ou alors d'attendre de voir le résultat lors de l'exécution de l'application. Dans ce cas, on mettait None. Si on voulait voir les vues se mettre à jour, il aurait fallu cliquer sur les items concernés par la nouvelle contrainte, ou alors sur la mise à jour de toutes les vues dans le conteneur, donc dans notre super view. Nous, on avait laissé None. Du coup, on a vu nos vues se mettre à jour uniquement lors de l'exécution de l'application. Eh bien, si vous voulez voir ce que ça donne avant l'exécution, c'est possible en cliquant sur Update Frames. Donc si je clique sur Update Frames dans la partie haut, cela va me mettre à jour la vue que j'ai sélectionnée, ici la vue bleue. Donc si je clique, eh bien évidemment, elle se retrouve à la position des dernières contraintes que l'on a définies, parce que je vous rappelle qu'en faisant ce déplacement vers le bas, nous n'avons pas défini de nouvelles contraintes, nous avons simplement indiqué que nous changeons la position de cette vue. Mais les contraintes d'avant sont toujours actives.
jusqu'à justement qu'on en définisse des nouvelles. La deuxième option que propose ce menu, c'est de mettre à jour les contraintes. Et c'est justement une solution au problème que l'on a maintenant. Lorsqu'on déplace un objet de ses contraintes fixées, on aimerait bien garder les contraintes que l'on a mis, mais en déplaçant toutes celles-ci vers l'endroit où l'on a déplacé l'objet. Et plutôt que de redéfinir toutes les contraintes avec le menu Pin, eh bien, il suffit de cliquer sur Update Constraints pour que toutes les contraintes qu'on a définies jusqu'à présent suivent le déplacement de notre vue bleue. Ici, nous avons déplacé notre vue bleue vers le bas. Si je clique sur Mettre à jour les contraintes, les lignes oranges vont disparaître et laisser place à des lignes bleues, car Xcode s'est arrangé pour modifier toutes nos contraintes autour de cette vue-là, selon le nouvel emplacement qu'on lui a donné. Et on voit bien sur la prévisualisation à droite que notre vue bleue est descendue, et ça sera pareil au format paysage, et pareil pour d'autres formats d'appareils. Donc évidemment, si je clique sur Mettre à jour les contraintes dans la vue d'en dessous, eh bien c'est toutes les contraintes de toutes les vues qui se mettront à jour. La troisième option, c'est ajouter des contraintes manquantes. Donc cette option sera disponible à certains moments, pas tout le temps. Donc en général, les développeurs ne le font pas. En fait, ils se servent même presque jamais de ce menu pour résoudre les problèmes. Car comme c'est Xcode qui, entre guillemets, vous formule les contraintes, ça n'est plus vraiment vous qui avez le contrôle de votre application. Mais ce menu fait quand même très bien son travail. Et son seul intérêt est pour moi un gain de temps. Donc cette option ajouter les contraintes manquantes s'affichera quand Xcode détermine qu'il manque des contraintes et qu'il peut vous aider à en ajouter, mais le plus souvent vous verrez cette option grisée. La quatrième option, Reset to Suggested Constraints, signifie revenir à toutes les contraintes par défaut suggérées par Xcode. Donc vous savez ces contraintes de marge qu'on a au milieu de la vue, ou les marges sur les côtés, toutes les marges par défaut que Xcode ajoute à nos objets. Donc si vous mettez une vue en haut à gauche sans même ajouter de contraintes, Xcode ajoutera par défaut une contrainte en haut à gauche, et ce sont donc des contraintes automatiques ou des contraintes suggérées. Reset to Suggested Constraints va supprimer toutes vos contraintes, toutes les contraintes qu'on a fait jusqu'à présent, et retourner aux contraintes suggérées, aux contraintes automatiques de Xcode. Et enfin, la dernière option qui est très utile, c'est Clear Constraints, qui permet de supprimer toutes les contraintes. Alors imaginons que vous avez fait plusieurs contraintes avec plusieurs vues, et que vous vous en sortez plus, ça commence à être confus, vous mélangez les pinceaux. Alors soit vous sélectionnez la vue qui vous pose problème et vous cliquez sur Clear Constraints dans la première zone du menu. Sinon, c'est toutes vos vues que vous avez envie de recommencer et dans ce cas, dans la partie bas qui concerne toutes les vues du contrôleur, vous cliquez sur Clear Constraints et toutes les contraintes présentes dans notre application vont se supprimer et vous pourrez recommencer votre mise en page à zéro. Donc vous voyez que ce menu est une sorte de menu de soutien à la pratique de l'auto-layout, car il nous permet de mettre à jour des contraintes en gagnant du temps sans repasser par le menu Pin. Il nous offre des options pour repartir à zéro et tout recommencer, et il peut même vous aider à ajouter des contraintes manquantes. Donc c'est vraiment un menu d'aide pour l'auto-layout. Mais il n'est pas indispensable, on peut très bien faire de l'auto-layout sans se servir de ce menu-là. Mais comme il est présent, j'ai voulu vous le présenter. Donc j'ai déplacé ma vue bleue vers le bas, et ce qui m'a permis de conserver les contraintes que j'avais mises jusqu'à présent, eh bien, c'est l'option Update Constraints de la zone qui concerne la vue sélectionnée. Donc maintenant, vous savez comment il faut faire. Si jamais vous déplacez un objet de ces contraintes fixées, il suffit d'aller dans le menu des problèmes et de cliquer sur Mettre à jour les contraintes. Et tout se mettra à jour automatiquement. Les lignes oranges disparaîtront et laisseront place à des lignes bleues. Voilà un exemple d'utilisation de ce menu de résolution de problèmes. Passons maintenant au menu de l'alignement. Dans la vidéo précédente, on a vu que le menu Pin nous permettait de configurer le placement des éléments selon leur taille et leur marge vis-à-vis de leurs voisins. Donc c'était vraiment de la disposition précise entre les objets. Mais le menu Aligne va nous permettre de configurer le placement des éléments selon des lignes et des arêtes, soit Edge en anglais, qui sont présentes virtuellement sur notre interface graphique. Le menu Align se situe juste avant le menu Pin. Dans la pratique, si on combine ces deux menus pour notre mise en page, on commencera sans doute par les contraintes d'alignement. Il est en effet meilleur d'aligner les éléments comme on veut au départ, puis ensuite de les disposer plus précisément avec le menu Pin. Donc parmi tous les menus de l'auto-layout, il s'agit de la deuxième icône. Il y a plusieurs alignements possibles, mais il y en a deux qui sont très utilisés, le centrage horizontal et vertical. Et il faut bien faire la différence entre les deux. Alors nous allons commencer par le centrage horizontal, ou l'alignement horizontal. Dans cette configuration, les éléments sont alignés selon le centre de leur ligne horizontale. Alors oui, chaque objet graphique de votre interface possède sa propre ligne horizontale et verticale d'ailleurs. En effet, une interface possède une infinité de lignes horizontales et verticales, donc chaque objet que vous placez sur votre interface a forcément sa propre ligne horizontale et verticale. Donc voici par exemple notre interface graphique, voici une ligne horizontale de cette interface, cette ligne a forcément un milieu,
Prenons maintenant l'objet qui correspond à cette ligne-là, ici en vert. Si j'applique l'alignement du centrage horizontal, alors cet objet va venir se positionner au centre de sa propre ligne horizontale. De même, si j'ai un objet disposé en bas à droite de l'interface et que j'applique la contrainte d'alignement horizontal, cet objet va prendre sa propre ligne horizontale, calculer son milieu et venir se placer au centre de sa ligne. Donc dans la pratique, lorsqu'on a une interface avec plusieurs objets disposés un peu de partout, eh bien si l'on applique à tous ces objets l'alignement de centrage horizontal, alors cela va nous donner des objets disposés de manière verticale. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre les deux. Ici les objets sont bien les uns en dessous des autres, mais il s'agit d'un centrage horizontal, car tous ces objets sont au centre de leur propre ligne horizontale. Et pour le centrage vertical, c'est la même chose, sauf que les éléments sont alignés selon le centre de leur ligne verticale. Donc voici notre interface graphique, voici une ligne verticale de cette interface, cette ligne a forcément un milieu, et si vous appliquez le centrage vertical à l'objet qui correspond à cette ligne, ici en vert, eh bien cet objet va venir se placer au centre de sa ligne verticale. De même, si on a un objet en haut à droite de l'interface graphique et que vous appliquez sur cet objet le centrage vertical, alors cet objet va prendre sa ligne, calculer son centre et venir se placer au centre de sa ligne. Donc dans la pratique, lorsqu'on a une interface avec plusieurs objets, donc ici de tailles différentes, et qu'on applique la contrainte d'alignement vertical, eh bien ces éléments seront disposés de manière horizontale, donc les uns à côté des autres, mais ça c'est parce qu'ils se trouvent au centre de leur ligne verticale. Ça n'est pas du tout un centrage horizontal, il s'agit bien du centrage vertical. Donc voilà pour cette petite ambiguïté entre le centrage horizontal et vertical. Et une petite chose à savoir, pour le centrage vertical, si deux objets se trouvent l'un en dessous de l'autre et qu'on applique le centrage vertical à ces deux objets, eh bien ces deux objets vont se superposer et vont donc se confondre, ce qui n'est pas bon du tout pour votre mise en page. De même pour le centrage horizontal, si deux objets sont à côté, comme ils partagent la même ligne horizontale, ils vont tous les deux se confondre et avoir le même centre. Et là encore, ça n'est pas bon. Donc il faut utiliser ces alignements judicieusement. Aussi, on peut appliquer le centrage horizontal ou vertical à un seul objet ou à plusieurs. Contrairement aux arêtes, où pour appliquer l'alignement selon des arêtes, on va être obligé de sélectionner au moins deux objets. Donc il existe 4 arêtes virtuelles, une représentant le haut, une autre le bas, une autre la gauche et une autre la droite. Ici, les directions sont entre guillemets car ce ne sont pas vraiment les côtés de notre vue hiérarchique, de notre super view. Ce sont en fait les directions d'un objet en particulier qui peut se trouver n'importe où sur l'interface graphique. Donc le haut, ça n'est pas le haut de l'interface, mais c'est le haut de l'objet. Donc voici un exemple. Imaginons que nous avons deux objets. Donc chaque objet a sa propre arête droite et sa propre arête gauche, c'est-à-dire son propre côté droit et gauche. De même pour le deuxième objet, son arête droite et son arête gauche. Il y a aussi évidemment une arête représentant le haut et le bas, mais je ne les ai pas dessinés ici pour ne pas alourdir le schéma. Et on va pouvoir choisir quel genre d'alignement on veut faire avec ces arêtes. Est-ce qu'on veut aligner les deux objets selon leur arête de gauche, selon leur arête de droite? Eh bien si on choisit par exemple d'aligner les deux objets selon leurs arêtes de gauche, l'objet le plus éloigné de l'autre, donc ici le petit, va venir se caler sur la gauche pour que son côté gauche soit lié au côté gauche de l'autre objet. Et ces deux objets partagent ainsi la même arête. Voilà ce qu'on appelle un alignement avec l'arête de gauche. On aurait pu faire ça aussi avec l'arête de droite et évidemment l'arête du haut et du bas. Mais là, comme le centrage horizontal et vertical, il y a des limites. Par exemple, imaginons que ces deux objets sont alignés de cette manière-là, et que maintenant, on veut les aligner avec leur arête représentant le haut de chaque objet. Donc celle-ci et celle-ci. On désire que ces deux objets partagent la même arête du haut. Eh bien si on fait ça, le petit objet va bien monter jusqu'à partager l'arête du haut, mais va venir se superposer à l'autre objet, et va donc se confondre avec celui-ci. Donc là, les deux objets se confondent, ce qui n'est pas bon pour votre mise en page comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là aussi, il faut utiliser judicieusement les contraintes d'alignement selon les arêtes. Alors dans l'exemple qui va suivre, nous n'allons pas utiliser les contraintes d'alignement par rapport aux arêtes, nous allons utiliser le centrage horizontal, car c'est l'alignement qui s'applique le mieux à notre exemple. Et l'exemple que l'on va voir, ou que je vais reprendre plutôt, c'est le jeu du juste nombre que l'on a fait il y a quelques vidéos. Un jeu que nous avions fait qu'au format portrait et qu'on va maintenant adapter à toute forme d'appareil. Reprenez donc le projet du juste nombre que l'on a réalisé dans la vidéo 22. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo. Et nous allons maintenant adapter cette application à plusieurs types d'appareils. Donc pour ça, nous allons scinder notre écran en deux, cliquer sur le premier item automatique,
puis sur Preview, puis Main.storyboard. Maintenant, nous avons la prévisualisation de notre application qui est affichée, donc pour cet écran-là, c'est-à-dire l'écran d'accueil. Ici, on voit que sur un iPhone 4 pouces de type iPhone 5, la mention au bas de l'interface n'est pas présente ici, donc ça n'est pas bon. De plus, le menu semble être décalé un peu sur la droite. Pareil au format paysage. Ajoutons maintenant d'autres téléphones. Ajoutons un iPhone 4,7 pouces qui correspond à un iPhone 6, puis un iPad Air 2 en plein écran. Donc sur l'iPhone 6, tout va bien car on a justement programmé sur une interface d'iPhone 6, lorsqu'on l'a fait dans la vidéo 22, et sur un iPad Air 2 en plein écran, ça ne va pas du tout. Vous voyez que le menu et la mention est décalé à gauche, voire même en haut à gauche, alors qu'il devrait être centré comme sur l'iPhone 6. Alors comment allons-nous résoudre ces problèmes de mise en page? Eh bien, en jouant avec le menu d'alignement et le menu PIN. Donc si vous vous souvenez, pour la première interface, nous avions choisi dans le 4e onglet de lui appliquer la taille d'un iPhone 4,7 pouces. Ici, comme nous allons utiliser la mise en page, nous allons laisser l'option Infrared qui correspond à pas de taille précise définie. Et on va faire de même pour la deuxième interface, l'interface de jeu, on va mettre l'option Infrared. Maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, on voit que les deux interfaces se transforment en carré, donc exactement comme si on démarrait un nouveau projet. Et pourquoi ça fait cela? Eh bien, parce qu'on n'a pas défini de taille précise et on va adapter notre application à plusieurs écrans. Voilà pourquoi on a cette interface carrée. Et nous allons maintenant commencer notre mise en page. Prenons d'abord connaissance des éléments sur notre première vue, donc la vue d'accueil. Il y a le label qui indique le titre de l'application, un menu, ici, une zone invisible qui indique le score, donc qui est par là, voilà, ici. Il y a la mention de pied de page, donc celle-ci que l'on ne voit pas là car l'interface carrée n'est pas assez haute pour nous montrer le pied de page. Donc pour sélectionner le pied de page, eh bien on va aller dans le volet de droite. Donc ici on retrouve les 4 éléments que je viens de sélectionner et nous allons sélectionner le dernier, c'est-à-dire le label du pied de page. Et on peut voir qu'il apparaît ici. Une fois que j'ai ces 4 éléments sélectionnés, je vais maintenant effectuer un centrage horizontal. Donc comment faire ça? Eh bien avec le menu Aligne. Donc toutes les cases à cocher de ce menu sont des contraintes. On peut, comme dans le menu PIN, mettre à jour les vues en sélectionnant les items affectés à la nouvelle contrainte. Nous, on va laisser None comme d'habitude. Les 4 premières cases à cocher représentent les contraintes d'alignement selon les arêtes. Donc ici, arête de gauche, arête de droite, arête du haut, arête du bas, comme on a vu. Les 3 suivantes sont plus avancées et permettent de définir le centre horizontal et le centre vertical d'un objet, ou d'aligner des objets selon une ligne de base précise. Et les 2 dernières cases, celles que vous allez utiliser le plus souvent, le centrage horizontal et le centrage vertical. Nous venons de sélectionner ces 5 éléments. Nous allons donc cliquer sur centrage horizontal pour les centrer horizontalement. J'ajoute 5 contraintes qui correspondent aux 5 objets sélectionnés. Les contraintes que je viens d'ajouter nous ont fait apparaître des lignes rouges, ce qui indique que des contraintes sont manquantes pour faire fonctionner l'auto-layout. Ces contraintes, je peux les retrouver dans le menu déroulant sur la gauche, ici, dans Contraintes. Et en ce qui concerne la prévisualisation, on peut voir que tous les éléments semblent superposés l'un sur l'autre, aussi bien sur la prévisualisation de l'iPad que des iPhones. Alors comment arranger ça? Eh bien on va utiliser le menu PIN, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne l'ai pas fait avant, mais j'imagine qu'en plaçant les objets plus précisément, on va arriver à quelque chose de plus compatible avec les appareils. Donc je vais commencer déjà par sélectionner la mention du pied de page, donc celle-ci. Je vais maintenant dans le menu PIN lui dire qu'elle doit rester non pas à -52 mais à 0 de son voisin le plus proche, ici c'est-à-dire le bas de la Super View. J'ajoute la contrainte. On remarque en effet maintenant que le pied de page se situe bien sur les 3 vues et est bien centré. Donc ça c'est parce qu'on a fait un centrage horizontal juste avant. Donc ensuite je vais aller dans le menu de résolution des problèmes pour mettre à jour la vue sélectionnée pour voir où apparaît le pied de page sur mon interface. Et on peut voir en effet que le pied de page apparaît bien centré sur mon interface carrée. Donc maintenant je vais décider de le monter un tout petit peu. Voilà, on va dire ici. Je vais dans le menu de résolution de problème encore une fois et je clique sur mettre à jour la contrainte puisque je viens de le déplacer. Et on peut voir maintenant qu'il est plutôt bien placé sur mes 3 prévisualisations. Faisons de même pour le titre de l'application. Nous allons le laisser à 15, à une hauteur de 15 pixels par rapport à son voisin le plus proche, ici le haut de la Super View. J'ajoute la contrainte. Je mets évidemment à jour la vue que j'ai sélectionnée. On peut voir sur les 3 prévisualisations qu'on obtient quelque chose qui se rapproche de ce que l'on veut. Et on va faire la même chose pour tous les autres objets. Donc je clique sur l'item jouer. Dans le menu PIN, je sélectionne sa distance par rapport à son voisin le plus proche. Ici le label le juste nombre. Alors je vais mettre à jour les vues, comme ça je n'aurai pas besoin de le faire par le menu de résolution des problèmes. De même pour le comment jouer. Donc ici dans le menu PIN, à 40 pixels de son voisin le plus proche qui est l'item jouer.
j'ajoute la contrainte, je mets à jour la vue, et maintenant, il manque une dernière chose, eh bien, c'est le label de score, donc celui-là, et oui, il ne faut pas l'oublier. Et donc pour celui-là, je vais faire exactement la même chose. Je vais le placer à 165 pixels de son voisin le plus proche, ici comment jouer. J'ajoute la contrainte, je mets à jour la vue, et voilà, maintenant toutes mes contraintes sont bleues, et on peut voir en effet que dans les prévisualisations, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que la première fois. Donc ici, tout est aligné au centre, grâce au centrage horizontal, et grâce au menu Pin, on a pu disposer l'écart et les marges entre chaque objet de notre interface. Donc voilà comment on peut combiner le menu Aligne et le menu Pin pour faire de la mise en page. Et comme on peut le voir, si je sélectionne ma zone de score et que j'écris à l'intérieur un meilleur score qui est censé s'afficher, donc par exemple meilleur score 5 coups, c'est la phrase que l'on avait définie pour le meilleur score, que j'appuie sur Entrée, eh bien on remarque que cette phrase s'affiche parfaitement bien pour un iPhone 5, un iPhone 6 ou un iPad R2 en plein écran. Donc voilà en gros comment on peut utiliser l'alignement pour faire de la mise en page automatique. Vous voyez que le menu Aligne et Pin se mélangent très bien. Je vous laisse faire pour la deuxième interface, donc l'interface de jeu, car comme on peut le voir, ça ne va pas. N'oubliez pas que dans cette interface, il y a une zone dédiée aux indications de jeu, si on a battu le record ou pas. Donc n'hésitez pas à inventer du texte, mettez au moins 6 lignes de texte dans ce label, l'histoire d'avoir connaissance des limites du label pour pouvoir afficher le texte correctement sur les autres prévisualisations. Donc je vous laisse faire et si vous réussissez, eh bien vous aurez compris comment combiner le menu Aligne et le menu Pin. Et vous aurez fait encore une fois de la mise en page avec l'auto layout. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. La prochaine vidéo sera la dernière partie de l'auto layout et de ses amis. On verra le dernier item du menu que l'on n'a pas vu. Et aussi aujourd'hui est un jour un peu particulier car ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo sur le langage Swift. Et depuis ce jour, vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à m'envoyer vos commentaires d'encouragement. Et tout cela me fait très plaisir et m'aide à continuer cette série de vidéos. Et j'espère que ça va continuer pour l'année 2016-2017. Car il est très plaisant de voir des personnes comme vous qui partagent le même intérêt que moi, et sachez que pour moi, tout ceci est très important. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait arriver assez rapidement. Et encore merci de suivre mon travail.